Bon, donc c'est Patrice Rodien le retour. On a vu la désescalade à la fois dans le diagnostic, l'indication chirurgicale, la désescalade dans le traitement après la chirurgie, y compris la désescalade. J'avais un peu oublié cette notion sur laquelle on avait discuté des précautions autour du traitement par l'iode 131. Et un. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire on essaie d'aller vers une plus grande satisfaction. Et puis, il y a un certain nombre de cas où on bute sur des choses qui, pour nous, sont en théorie très simples. Et donc, le topo s'intitule La vie après le cancer, mais ça pourrait s'appeler La vie en hypothyroïdie, qui est une question qui est assez fréquente. Alors, j'ai mis une insatisfaction majeure en plus petites lettres avec un point d'interrogation. Pourquoi on dit ça? Ben, voilà, on traite l'hypothyroïdie, on dit on sait, hein, c'est facile de traiter une hypothyroïdie, on donne de l'hormone thyroïdienne, c'est facile. Et puis, 5 à 10% des personnes en hypothyroïdie traitées se sentent pas bien. Ce que j'appelle l'inconfort persistant malgré des dosages normaux. Et il y a avec ça un ressenti de défaut d'écoute du corps médical. Ça, les patients disent, vous ne m'écoutez pas. D'une insuffisance de connaissances, vous ne comprenez pas ce qui m'arrive, et d'une négligence des symptômes, et vous faites rien pour moi. Et il y a avec ça une préférence de certains patients pour une association T4 plus T3. Donc, l'hormone thyroïdienne la plus standard, c'est la L-thyroxine, la T4. Et puis, à partir de cette T4, on fabrique de la T3. Et donc, il y a des personnes qui préfèrent ou voudraient qu'on prescrive de la T3 en plus de la T4 pour dire j'ai le combo complet, j'ai les hormones thyroïdiennes. Et certaines personnes, d'ailleurs, dans les pays où c'est disponible, demandent à avoir des extraits thyroïdiens, c'est-à-dire de la thyroïde desséchée, broyée, euh, comme c'était le cas historiquement. Alors moi, j'essaie d'être positif, il y a quand même 90 à 95% des gens pour qui ça va bien. Alors, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Alors, l'équilibre du traitement, comment on juge ça? Ben, c'est la dose appropriée d'hormones thyroïdiennes. En principe, on a calculé à peu près la dose dont a besoin le patient. C'est pas très compliqué. Soit il n'a plus de thyroïde du tout, c'est simple. Soit il a une thyroïde qui fonctionne à moitié, c'est à moitié moins simple. Et on dit, ben, on évalue ça sur le dosage de la TSH, l'hormone hypophysaire qui contrôle la thyroïde. Ça, c'est dans le cas des hypothyroïdies périphériques, c'est-à-dire, par exemple, j'ai enlevé la thyroïde, la TSH monte, je donne l'hormone thyroïdienne, la TSH baisse et elle revient dans la norme, et on considère qu'on est à l'équilibre. Il y a un cas particulier qui est les hypothyroïdies, non pas d'origine thyroïdienne, mais d'origine hypophysaire. C'est la glande hypophyse qui contrôle la thyroïde qui ne marche pas bien. Et là, on peut plus servir de la TSH pour juger du bon équilibre du traitement. Et on va doser la T4 et cette fois la T3. Pourquoi ça? Ben parce que voilà, la TSH stimule la production d'hormones thyroïdiennes et il y a ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Quand la T4 baisse, la TSH monte. Quand la T4 monte, la TSH baisse. Et donc, en regardant la TSH, on a l'image en miroir. En plus, avec un phénomène d'amplification, c'est-à-dire que des toutes petites variations d'hormones thyroïdiennes vont se voir de façon beaucoup plus nette sur la TSH que sur la T4 elle-même. Donc, c'est considéré comme vraiment le bon moyen de surveiller l'équilibre. Dans l'hypothyroïdie centrale, alors j'ai une coquille, je suis désolé, eh bien, cette relation entre la T4 et la TSH, elle existe toujours, mais les valeurs vont être décalées vers le bas. C'est-à-dire que pour la même valeur de T4, la TSH va être plus basse, et ce qui explique que quand on traite une hypothyroïdie d'origine centrale, la TSH est effondrée, et c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas en tenir compte, et c'est un des messages finalement les plus difficiles à faire passer à nos collègues des autres spécialités. Ne baissez pas la dose quand la TSH est effondrée pour une hypothyroïdie d'origine centrale. C'est normal que la TSH est effondrée et on en fait même un critère de dose suffisante quand la TSH est effondrée. C'est une minorité de patients. Alors la norme, puisque c'est là-dessus qu'on s'appuie pour dire vous êtes à l'équilibre, c'est quoi les normes? C'est quoi les valeurs normales? Mais cette norme, elle est variable. Elle est variable en fonction de l'âge. Plus on avance en âge, plus les valeurs de TSH vont se décaler vers des valeurs un peu plus hautes. Donc, vous avez les gens qui ont 20 à 29 ans, les gens qui ont de 50 à 60 ans, et puis vous avez les gens qui ont 80 ans et plus. Et vous voyez que il est plus fréquent à 80 ans d'avoir une TSH à 7 que quand on a 20 ans, où là, on considère que c'est peut-être pas normal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes personnes, vues à quelques années d'intervalle, alors 15 ans ou 20 ans d'intervalle, eh bien,
leur TSH va se décaler vers la droite. Donc, c'est vraiment une évolution qui va avec le vieillissement ou la maturité, si on veut être plus sympa. C'est dépendant aussi de la population que l'on étudie. Ce que vous avez ici, c'est les valeurs aux États-Unis où on a comparé des Afro-Américains, des gens noirs, des Hispano-Américains, des gens d'origine mexicaine ou d'Amérique latine, et puis les Blancs d'origine européenne non hispanique. Et ce que vous voyez, c'est que la distribution des valeurs de TSH, elle est aussi un petit peu décalée. Et la correspondance de ça, c'est que vous êtes un sujet afro-américain, vous avez une TSH basse, ben vous êtes encore dans la norme en réalité. C'est pas exceptionnel, ça ne veut pas dire forcément une hyperthyroïdie. Vous êtes la même personne noire, vous avez une TSH à 5, qui pour un sujet d'origine européenne est assez banal. Eh ben, peut-être que vous vous sentez pas très très bien parce que vous êtes un petit peu plus loin de votre régulation d'origine génétique. Mais on ne peut pas avoir des normes pour les Hispano-Américains, les Afro-Américains, les Européo-Américains, les Asiatiques. Enfin voilà. Donc on essaie de trouver une espèce de compromis et on aboutit à ça. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi une variabilité individuelle. Ce qu'on vous montre ici, et ça c'est la T4, c'est la répartition des normes. On dit qu'il y a une majorité des gens qui ont une T4 dans cette zone-là. Et en fait, un patient donné, même pas un patient, une personne donnée, dont la thyroïde fonctionne normalement, va avoir beaucoup moins de variabilité. Là, on va dire, ben, on évolue entre 55 et 85 nanomoles par litre, c'est la T4 totale, là où pour la population, on va évoluer entre 50 et 155. C'est-à-dire qu'un individu donné, il a beaucoup moins de variations que l'individu A comparé à l'individu B. Chacun a son propre niveau de régulation, chacun a son thermostat. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ces fameux patients qui ne sont pas satisfaits, qui vont pas bien? Eh bien, leur T4 libre, elle n'est pas basse, elle est dans la norme. Leur TSH, elle est normale, avec le bémol que je vais donner sur la norme, mais le patient ne se sent pas bien. Et surtout, il dit, je ne suis pas comme avant. Le patient, il allait bien, on l'a opéré, et il dit, ça va plus. D'accord? C'est pas tout à fait la même chose que le patient qui devient hypothyroïdien progressivement, parce que là, par définition, on ne sait pas à combien il était réglé au départ. Au moment où on le voit, il est déjà malade. Mais là, c'est le patient pour qui, au fond, c'est le chirurgien qui a créé la situation en disant, avant ça fonctionnait, j'ai enlevé la thyroïde, il n'y a plus de thyroïde. Est-ce que ce qu'on appelle les dysfonctions frustes, c'est-à-dire minimes, juste la TSH est un peu basse ou la TSH est un petit peu haute, mais la T4 est dans la norme, est-ce que ça va avec des symptômes? On a tendance à dire pas trop. Je dis bien, on a tendance à dire. D'ailleurs, ça s'appelle, les Américains, ils appellent ça des dysthyroïdies infracliniques, qui n'ont pas de signe clinique. D'accord? En France, on essaie de dire plutôt fruste, pour dire limité, et en tolérant le fait qu'il y a peut-être des signes cliniques. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par une équipe française, Bernard Guachot à Strasbourg, qui a regardé des gens qui ont une hyperthyroïdie franche, la TSH est effondrée, la T4 est très élevée, et puis des gens qui ont une hyperthyroïdie fruste, la T4 est normale, la TSH est effondrée, ils sont probablement en train d'évoluer vers une hyperthyroïdie franche. Et on regarde un certain nombre de signes cliniques, combien ont des palpitations, combien se sentent faibles, combien dorment mal, combien sont stressés, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les colonnes les plus claires, eh bien, la tachycardie, c'est-à-dire l'accélération du rythme cardiaque, et ça, c'est pas un signe ressenti, c'est ce que le médecin mesure. C'est une valeur objective. La tachycardie, le rythme cardiaque accéléré, eh bien, ça concerne presque 50% des gens, alors même qu'on vous dit, c'est pas une vraie hyperthyroïdie. D'accord? L'arythmie, le trouble du rythme cardiaque, là, c'est même plus le médecin qui mesure, si on constate sur l'électrocardiogramme qu'il y a un trouble du rythme cardiaque, 15% des gens. Donc, ces hyperthyroïdies frustes, elles ne sont pas infracliniques. Il peut y avoir des signes cliniques subjectifs, je dors mal, je suis énervé, j'ai des palpitations, mais il peut y avoir des signes objectifs, le rythme cardiaque est plus élevé, et il peut y avoir de l'arythmie. Alors, on passe de l'autre côté, du côté de l'hypothyroïdie. Cette étude, elle est très intéressante. Alors, j'ai oublié de mettre qui c'est Carlet.
Ils ont recensé des signes classiquement attribués à l'hypothyroïdie franche, la grande hypothyroïdie. J'ai pris du poids, j'ai froid, la peau est froide, je perds mes cheveux, je suis constipé, je suis dépressif, j'ai pas la pêche. Tous ces signes-là attribués à l'hypothyroïdie. D'accord? Et ils ont comparé des gens qui arrivent en consultation avec une suspicion d'hypothyroïdie. Il y a des gens qui n'ont pas d'hypothyroïdie et des gens pour qui on va dire, oui, vous avez vraiment une hypothyroïdie. Et on regarde combien de ces signes d'hypothyroïdie sont présents dans les deux groupes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les contrôles, au final, on dira, il n'y a pas d'hypothyroïdie sur le dosage. Et puis, il y a les cas, ils ont bien une hypothyroïdie. Et en fait, ce qu'on vous montre, c'est que jusqu'à 3 signes dits d'hypothyroïdie, on ne sait pas faire la différence entre une vraie hypothyroïdie et le ressenti du patient sans hypothyroïdie. Et en fait, il faut avoir 5 de ces signes sur l'interrogatoire, sur le clinique, sur ce qu'on raconte, pour que vraiment on fasse la part entre les gens qui ont vraiment une hypothyroïdie et les gens qui ont des symptômes. Ils ont ces symptômes, mais c'est pas dû à l'hypothyroïdie. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis fatigué, c'est banal. J'ai pris du poids, c'est banal. Je suis constipé, c'est banal. Il y a plein de choses. Et c'est quand on met tout ensemble qu'on finit par dire, oui, c'est pas exclu que ce soit une hypothyroïdie. Et donc, il faut se méfier du, je suis sous hormone thyroïdienne parce que j'ai plus ma thyroïde, je suis fatigué, mon traitement est sûrement mal équilibré. Ou je perds mes cheveux, c'est sans doute à cause de mon traitement qui est mal équilibré. C'est quand on va dire, il y a une prise de poids, vous êtes frileux, vous avez la constipation, vous perdez vos cheveux, vous avez ça et ça, le rythme cardiaque est lent, on va dire, oui, il y a peut-être une hypothyroïdie. Et ça, en fait, c'est pour les vraies hypothyroïdies évidentes. Et là, alors cette belle figure, ils appellent ça le Nautilus, vous savez, c'est le coquillage en forme de ça, où on compare les signes présents chez les patients entre l'hypothyroïdie vraie, la peau sèche, la fatigue, l'essoufflement, l'humeur variable, la constipation, les sujets qui ont une fonction thyroïdienne normale, ici en pointillé, et les sujets qui ont une hypothyroïdie fruste. Ils ont juste la PSH un peu élevée et la T4 très normale. Ceux dont on dit ils ne sont pas hypothyroïdiens. Ben, on dit en termes de symptômes, pas de différence entre les sujets dont la thyroïde fonctionne parfaitement et les sujets dont la thyroïde peut-être commence à donner un petit peu des signes de faiblesse puisque la TSH a monté, alors que les vraies hypothyroïdies profondes, eh bien, il y a tous ces signes. Tout ça pour dire que c'est compliqué d'interpréter la symptomatologie des patients qui disent je ne vais pas bien et qui arrivent en disant moi je sais que mon traitement est mal équilibré parce que je suis fatigué et je perds mes cheveux. D'accord? Et quand je dis ça, c'est juste ce que je vous illustre, c'est la dure réalité de la consultation. Comment on va essayer de démêler la situation franchement pathologique du point de vue thyroïdien et la situation éventuellement franchement pathologique, mais qui relève d'autres choses et pas forcément de la thyroïde. Au fond, une personne n'est pas que sa thyroïde et n'est pas que ses hormones thyroïdiennes. On peut avoir des tas de raisons d'être fatigué, de perdre ses cheveux, d'être constipé et d'avoir froid. Et ces fameuses dysfonctions frustent. Ben, quand on est sur le versant hyper, ça comporte un risque de détérioration osseuse, ça comporte un risque cardiaque. On peut avoir des variations pondérales à la baisse ou à la hausse selon qu'on est en hyper ou en hypo. On peut avoir des troubles métaboliques plutôt du côté hypo et on peut altérer la qualité de vie. Donc là, ce concept de dysfonction fruste ou d'équilibre imparfait, il y a des signes, il y a des choses, il y a des risques associés, mais on a du mal à bien le qualifier. Alors, est-ce que donner de la T3 en plus de la T4, c'est une bonne idée? Alors, j'ai mis, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est une demande fréquente. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qui s'est passé au début des années 2010, je crois que c'est au Danemark. Tout d'un coup, il y a une demande d'avoir une prescription de T4 plus T3 chez de plus en plus de gens. Et la prescription, elle est le fait surtout des médecins généralistes et assez peu des endocrinologues qui sont plus perplexes sur l'intérêt de faire ça. Pourquoi il y a cette brusque montée? Parce qu'il y a un journaliste qui écrit un bouquin et qui dit ma vie a changé quand on m'a donné de la T3 en plus de la T4. Tout le monde lit ce livre, tout le monde dit c'est ça qu'il me faut. Les endocrinos disent peut-être, mais on n'est pas sûr. Le généraliste dit oh, bah, pourquoi pas.
Peut-être ils ont lu le même livre d'ailleurs, en disant, voilà. Euh, il y a eu plein d'essais où on a regardé qu'est-ce qui se passe quand je mets de la T3 en plus de la T4 avec des concentrations variables de l'un ou de l'autre. Et assez souvent, le début de l'étude dit ah oui, les gens vont mieux. Et là, je vous ai montré cette étude parce que à 3 mois, le nombre de symptômes, ce qu'on appelle les pourcentages of caseness, c'est le nombre de symptômes, le nombre de cas où on dit il se passe quelque chose, est moins important quand on a de la T4 plus de la T3 comparé à de la T4 seule, alors qu'au départ, il n'y avait pas de différence. Donc on dit, bah, vous voyez bien que rajouter de la T3, les gens vont mieux, les gens ont moins de symptômes. Puis on regarde 12 mois après, il n'y a plus de différence. D'accord? Et il y a eu à peu près autant d'études qui ont dit oui, c'est intéressant que d'études qui ont dit ça sert à rien. Il n'empêche que certaines études ont dit, sans révéler les résultats sur des échelles de qualité de vie, de fatigue et tout ça, sans révéler les résultats, on a demandé à différentes périodes de l'étude aux gens, vous préférez cette période-là? Ils ne savaient pas s'ils étaient sous T4 plus placebo ou T4 plus T3. Ou vous préférez la période d'avant, ou vous préférez la période d'après. Et en fait, il y a des gens qui préfèrent la T4 plus la T3, de préférence avec beaucoup de T3. Mais il est probable que si je prends un peu de T3, moi, je vais trouver que j'ai plus la pêche et que je me sens mieux. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. C'est pour ça que je parle de fausse bonne idée. Parce que quand on fait ça, on a un risque de surtraitement. Alors là, le risque de surtraitement, c'est avec l'hormone thyroïdienne, la T4. Et vous voyez qu'au fil des années, quand on est à 36 mois, donc à 3 ans, le risque d'avoir une TSH entre 0,1 et 0,5, donc basse, puis le risque d'avoir une TSH carrément effondrée, donc un vrai surdosage, devient de plus en plus important, particulièrement si, alors ça s'est décalé, si le motif de traitement, ça a été la fatigue, le poids, la dépression. En d'autres termes, les médecins ont tendance à se laisser bousculer un petit peu et à augmenter la dose pour que les gens aillent mieux. Et les gens demandent un peu plus en disant je me sens mieux avec une dose un petit peu plus forte. Alors, pourquoi on discute le fait de donner de la T3? Alors ça, c'est l'expérimentation, c'est pas humain, c'est chez le rat. Et il y a beaucoup de discussions dans nos consultations quand les gens veulent de la T3 qui sont issues d'expérimentations chez l'animal. Et notre premier travail, c'est de dire, vous n'êtes pas tout à fait un rat, vous n'êtes pas tout à fait un singe, vous êtes un être humain. Et donc, ce qu'on a décrit chez le rat, chez le poulet, chez le singe, ça ne s'applique pas forcément à vous en tant qu'humain. Ce qu'on voit ici, c'est que des rats dont on a détruit la thyroïde, quand on leur donne de la T4, eh bien, ils normalisent leur T3 dans le cerveau bien avant que la T4 soit normalisée dans le cerveau. Donc, le fait qu'on manquerait de T3 quand on donne que de la T4 est faux pour certains organes. D'accord? Et si on veut, en donnant de la T3, que de la T3, normaliser la T3 dans le cerveau, eh bien, on va devoir donner des doses très fortes de T3, bien plus que ce qu'il faut pour assurer la physiologie. Ce que ça nous dit, en fait, c'est que, et pourquoi je prends le cerveau comme exemple, parce que c'est là que les symptômes sont ressentis en réalité. Bien sûr, c'est le corps qui dit j'ai froid. Bien sûr, la constipation, c'est le corps. Mais il y a toute une partie qui est intégrée au niveau cérébral. Et quand je dis une partie qui est intégrée au niveau cérébral, c'est là que se situe la perception de l'état de santé. Comment je me sens. Je suis pas en train de dire tout ça, c'est imaginaire. Je suis en train de dire c'est là qu'on intègre les informations qu'on perçoit. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'organes, le cerveau, le cœur, le muscle, qui vont produire leur T3 majoritairement à partir de la T4 circulante et qui vont très peu utiliser la T3 circulante. Donc cette idée qu'il faudrait absolument monter la T3 pour se sentir mieux, c'est peut-être vrai pour certains organes, mais pas pour tous. Donc les études où on a comparé T4 seul à T4 plus T3 ont donné des résultats divergents. Il peut y avoir des améliorations, le plus souvent transitoires. Les formules sont peu adaptées en rapport de concentration entre la T3 et la T4. On n'a pas la bonne concentration prévue. Il faut prendre plusieurs prises par jour. Ce qui est important, c'est que la valeur de T3 de base et sa variation sous traitement ne prédisent absolument pas le fait que les gens vont aller mieux ou pas. On ne peut pas dire, ah oui, votre T3 est très basse, donc si je la remonte, ça ira mieux. Ou votre T3 est parfaite, ça ne sert à rien de la bouger. Le résultat
l'amélioration perçue, et il y a une amélioration perçue, ça c'est indéniable, elle ne va pas dépendre de la valeur de T3 de base. Et une majorité des patients va préférer l'association T4 plus T3. Et ça aussi, c'est indéniable. Est-ce qu'on peut repérer les patients qui seraient candidats justement à un schéma différent? Est-ce qu'on peut dire, ben, oui, vous, je pense que ça pourrait être intéressant. Ben, ce n'est pas la valeur de T3. Et c'est là que j'ai mis fuir la pseudoscience. Et c'est pour ça que pour nous, il est important de participer à ces réunions avec les associations de patients. Parfois, il faut démonter des idées qui circulent, des croyances. Euh, Ce que j'appelle la pseudoscience qui est coûteuse, pardon, ça c'est décalé, pour le patient. Là, on voit de temps en temps des patients qui arrivent avec un bilan énorme. Donc, on leur a dosé la T3 alors qu'ils étaient en hypothyroïdie, et ça, quel que soit le dosage, ça ne sert à rien. La qualité du dosage de T3 et l'adaptation de la T3 à la situation d'hypothyroïdie ne permet pas de s'appuyer dessus. D'accord? La reverse T3, qui est un métabolite de la T4 en une hormone inactive, ça ne sert à rien. Le dosage de T4 ou T3 dans les urines, ça ne sert à rien, aucune validation, aucune preuve que c'est intéressant. L'iodurie ou l'iodémie, à titre individuel, ça ne sert à rien. C'est intéressant dans les études de population pour dire est-ce que la population globalement a assez d'iode, mais individuellement, dire il faudrait, vous avez besoin de prendre un peu plus d'iode, c'est trop variable d'un jour à l'autre. Ça va être utile dans l'hyperthyroïdie éventuellement pour savoir si on a une cause particulière d'hyperthyroïdie. Le séquençage ciblé de la désiodase de type 2, donc d'une des enzymes qui transforme la T4 en T3, ou des transporteurs d'hormones, individuellement, ça ne sert à rien. Le sulfate de T4, ça ne sert à rien. Alors ça, c'est de la vieille science, qui n'est pas de la pseudo-science, mais qui est effectivement chez le rat. Et donc, parfois, on voit des gens qui nous amènent l'article en disant, vous voyez bien que le sulfate de T4, il faudrait me le doser. Or, ça ne sert à rien dans l'espèce humaine. La monoiodothyronine, la diiodothyronine, ça ne sert à rien. Et le dosage répété d'anticorps antithyroïdiens, ça ne sert à rien. D'accord? Et puis, j'ai mis des points de suspension parce qu'on voit de plus en plus de gens arriver avec des bilans. Il y a des gens qui dépensent des centaines d'euros et plus pour des dosages dont nous, on dit, bah, écoutez, je ne sais pas quoi en faire. Alors, il y a quand même eu des études de population. On a dit, bah, les fameuses personnes qui préfèrent T4 plus T3, est-ce que d'un point de vue génétique, ils sont un peu différents? Et donc, cette étude, elle dit, bah, quand on a un variant génétique de la désiodase de type 2, plus un variant génétique d'un transporteur membranaire d'hormones thyroïdiennes, eh ben, il y a plus de chances qu'on préfère l'association T4-T3 à T4 seul. Et si on n'a qu'un variant, bah, c'est pile ou face. Donc là, on dit, bah, OK, cherchons ça. Et on va trouver les gens qui tireront bénéfice de la T3. Patatras, une autre étude plus récente dit, bah, on a regardé la même chose. Il n'y a pas du tout de preuve que ça permet de déterminer qui ira mieux sous T3. Quel gène? Ben, qu'est-ce qui détermine l'équilibre des hormones thyroïdiennes? Là, je vous ai mis une poignée de gènes qui vont déterminer la concentration d'hormones thyroïdiennes, colonne de gauche, la sensibilité aux hormones thyroïdiennes, colonne de droite. Et puis, je vous ai mis éventuellement des gènes qui seraient des espèces de marqueurs, des radars qui vous diraient, ah oui, tu es à la bonne dose. Voilà, compliqué. Donc, les pistes d'exploration, pour moi, c'est essayer de repérer les patients chez qui l'inconfort persiste de façon indiscutable après vérification de l'équilibre. La question n'est pas de dire, écoutez, il y a 90% des gens qui vont bien, vous faites partie des 10%, je suis désolé, j'ai pas de solution. Essayez de les repérer, essayez de comprendre, faire sans doute la différence entre des gens qui n'ont plus du tout de thyroïde et ceux qui ont encore une thyroïde défaillante. Essayez d'intégrer le patient et pas seulement sa thyroïde. Est-ce que ce patient, il a une autre maladie? On peut être fatigué parce qu'on a une maladie cardiaque. On peut être fatigué parce qu'on a une maladie neurologique. On peut être fatigué parce qu'on est dépressif. Et idéalement, ben, il faudrait faire des essais en double aveugle, randomisés, contrôlés, en crossover, où on commence par l'un, on change par un, on passe par l'autre, sur une longue période. Ça nous ramène à la notion de variabilité individuelle. Cette étude qui est déjà un petit peu vieille, elle vous dit que chaque sujet, chaque colonne, là c'est un sujet différent, va osciller autour de son propre thermostat. Et on ne sait pas bien dire actuellement qu'est-ce qui fait que mon thermostat à moi, c'est une TSH à 2, et là, mon thermostat à moi, c'est une TSH à 0,5.
C'est la fameuse variabilité individuelle. Et puis plus récemment, il y a eu des papiers où on a dit, arrêtons de regarder que ce qu'on connaît, regardons tout le génome, et puis on va trier tous les variants, et avec de l'intelligence artificielle, où on mouline les données dans tous les sens, on dit, on va regarder tous les gènes qui participent à l'équilibre des hormones thyroïdiennes, à ce qu'on appelle la sensibilité aux hormones thyroïdiennes. Et ce que vous voyez, c'est qu'est-ce qui détermine la TSH, et à chaque fois que vous voyez des petits points, c'est le nombre de variants sur les différents chromosomes qui sont impliqués dans la régulation de la TSH. En vert, le nombre de variants impliqués dans la régulation de la T4. En rose, la régulation de la T3. Et puis en vert, là, ici au milieu, la régulation du rapport T3 sur T4, on va dire, c'est l'inverse de la désiodation. Quelle est la capacité de transformer la T4 en T3? Et on peut aboutir à ça, de dire, finalement, il y a les normes du labo en gris, et puis il y a des groupes, et là encore, on n'est pas individuel, on regarde des groupes de population, on dit, eh bien, il y a un groupe pour qui la norme, c'est pas de 0,3 à 5, c'est de 0 ou de 0,4 à 5, c'est de 0,28 à 3,98. Et puis, il y a un groupe pour qui la norme, c'est 0,8 à 6. Donc là, on est dans un déterminisme génétique et ce qu'ils appellent le score polygénique, c'est on essaie d'intégrer ce que je vous ai montré avant, tous ces variants, et on dit quand je cumule tout ça, et c'est un gros ordinateur qui fait ça, et qui vous dit, vous êtes dans le score polygénique 1 ou dans le score polygénique 4, et vous êtes réglé pour avoir une TSH plutôt un peu basse, vous êtes réglé pour une TSH plutôt un peu haute, et comment vous vous situez par rapport à la norme fournie par le laboratoire qui a étudié une population globale dans une région donnée. Et vous voyez d'ailleurs que ces deux études, ces deux villes des Pays-Bas, la norme des laboratoires n'est pas exactement la même, et la norme en fonction du score polygénique n'est pas non plus exactement la même. Donc, si on voulait améliorer les choses, est-ce qu'on dit, ouais, quand ça ne va pas, je vais essayer de mettre de la T4 plus de la T3, puis je verrai bien ceux que ça améliore, et puis les autres à qui ça fait rien. Et puis ceux qui sont pas bien, je vais les repérer et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par le génotypage, c'est-à-dire l'étude des gènes. Ou bien, je vais lancer un appel en disant, sur, sur la sauce vive sans thyroïde, vous n'avez plus de thyroïde, vous êtes sous T4 et vous vous sentez pas bien, on vous propose de participer à une étude et on va essayer de comprendre. Ou bien, on va génotyper tout le monde et puis on regardera quel est le traitement le plus adapté. Bon, le génotypage, ça coûte de l'argent quand même, hein. C'est pas, on ne peut pas faire ça d'emblée, donc c'est forcément dans des études. Et puis en fait, voilà, ça c'était des pistes que j'avais évoquées il y a quelques années dans une situation un peu de crise autour des hormones thyroïdiennes. Et puis depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, on dit, et si le problème n'était pas hormonal? Alors, on tire pas sur le pianiste tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qu'elles disent ces études? Eh ben, elles disent, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont un mauvais confort, qui sont pas bien en hypothyroïdie traités. Et puis, il y a deux groupes de patients. Il y a un groupe de patients ceux qui sont en rose, que je vais appeler de façon résumée les somatiseurs. C'est une étude scientifique, hein. Elle a été, en plus, les associations de patients ont participé à ça. C'est des gens qui, quand ils sont stressés, quand au boulot ça va pas, quand ils sont inquiets, quand, que sais-je, quand on leur annonce autre chose, eh bien, vont avoir des manifestations physiques, vont avoir mal quelque part, vont être essoufflés, vont avoir froid, plutôt que juste dire je suis stressé. C'est leur façon d'exprimer ça. Alors, j'ai résumé ça en somatisant. Eh bien, la probabilité d'attribuer les symptômes ressentis à l'hypothyroïdie par le patient, elle est d'autant plus importante qu'on est un somatiseur. Euh, et, euh, et ça va dépendre du type de symptômes. Et vous voyez que avoir l'impression d'avoir un malaise, c'est plus important. Avoir des maux de tête, c'est plus important. Mais vous voyez aussi que chez les non-somatiseurs, il y a aussi, en fonction des symptômes, une tendance plus ou moins importante à dire je pense que c'est l'hypothyroïdie qui explique mes symptômes. Et quand je vous ai dit tirez pas sur le pianiste, c'est clairement, je suis pas en train de dire tout ça c'est dans la tête, je suis en train de dire on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de caractériser cette population de gens qui ne vont pas bien en hypothyroïdie
traité et, d'après le médecin, correctement traité. Et ça revient à difficile de dire qu'est-ce qui est rattachable à l'hypothyroïdie. Et puis quand on regarde comment les médecins qualifient euh, les symptômes du patient qui va pas bien, ben majoritairement ils disent que c'est des facteurs psychosociaux, angoissé, déprimé, stress au travail, situation conjugale, situation familiale, où ils disent ah ben oui, mais il a aussi d'autres maladies. Il vous dit que c'est la thyroïde, mais il a une maladie bronchique chronique, une maladie pulmonaire chronique, ou il est insuffisant cardiaque, ou il est diabétique, ou bien il pensait que le traitement allait tout régler, et en fait on ne peut pas tout régler. Et puis un quart des gens disent bah, peut-être que c'est parce que quand on donne de la T4, on ne peut pas restaurer complètement l'équilibre hormonal. Et vous voyez le décalage entre le ressenti des patients et l'interprétation que les médecins donnent des symptômes, les médecins en général. Et donc, cette fameuse étude qui dit, ben, quand on regarde les patients dits somatiseurs versus les autres, eh bien, euh, comment se comportent ceux qui sont somatiseurs? Ici, c'est les colonnes noires. Ben, globalement, est-ce que vos symptômes sont contrôlés par votre traitement? Ben, majoritairement non quand ils sont très somatiseurs. Plutôt oui quand ils sont pas très somatiseurs. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont on s'occupe de vous pour l'hypothyroïdie? Eh ben, majoritairement non quand on est somatiseur. Majoritairement oui quand on n'est pas somatiseur. Est-ce que l'hypothyroïdie a un impact profond sur votre vie quotidienne? Majoritairement oui quand on est somatiseur, majoritairement non quand on n'est pas somatiseur. Plus on a un score PHQ-15, et plus on est insatisfait de son traitement et de sa prise en charge. Et je dis bien de son traitement, le comprimé qu'on prend, et de la façon dont on est pris en charge par le corps médical. Et ce qui est intéressant, c'est que la sévérité de la personnalité somatisatrice ou somatisante, euh, elle est d'autant plus importante que l'on a d'autres maladies. Donc, c'est pas juste je suis un somatiseur, c'est en fait j'ai déjà plein de trucs et j'ai ça en plus. Et donc, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me demande si c'est pas une maladie, je me demande et je l'exprime de façon physique, je me sens pas bien. Et vous voyez qu'il y a plein d'études qui essaient de dire, bah, est-ce que quand on a une maladie thyroïde, on a plus de maladies psychiatriques? Est-ce qu'on a plus tel type de personnalité? Est-ce qu'on est plus fatigué? Est-ce qu'on a plus de dépression? Euh, voilà. Ce qui est intéressant, et je reviens après le cancer, ben, quand on regarde la qualité de vie sur des échelles de qualité de vie chez les gens qui ont eu une chirurgie pour cancer thyroïdien, globalement, il y a une altération de leur qualité de vie. Vous avez ici les gens qui ont eu un cancer thyroïdien, qu'on appelle les survivants par rapport au contrôle. Eh bien, vous voyez que sur un certain nombre de marqueurs, ils vont avoir une diminution de leur qualité de vie par rapport aux contrôles qui n'ont pas été opérés, ou qui ont été opérés pour une autre maladie. Puis ce que vous voyez ici, c'est qu'est-ce qui se passe pour des gens qui ont été opérés pour une maladie bénigne. Ils avaient un goitre un peu volumineux, multinodulaire, et donc on voit qu'ils avaient des symptômes de goitre, c'est ce qu'on appelle les schémas en toile d'araignée ou en radar. Ils avaient des symptômes du goitre, on les a opérés, les symptômes du goitre ont disparu, ils reviennent au niveau de la population générale. Un certain nombre de symptômes étaient présents, de la fatigue, des troubles de mémorisation, de concentration, de l'anxiété, de la dépression. On les opère et ils rejoignent la population générale. Leur score s'améliore. Parfois même, ils sont meilleurs que la population générale. Ce que ça veut dire, c'est que même chirurgie, j'ai enlevé la thyroïde, même traitement, il y a le groupe qui a eu un cancer et il y a le groupe qui n'avait pas de cancer. Le groupe qui avait un cancer va moins bien que le groupe qui n'a pas eu de cancer, alors qu'il a eu la même chirurgie et le même traitement de l'hypothyroïdie. Mais entre-temps, il s'est passé des choses, évidemment. Après traitement d'un cancer thyroïdien, entre 3 et 12 mois, après la chirurgie, on note une détérioration d'un certain nombre d'indicateurs de qualité de vie. Et ce qui est alors ça c'est un message extrêmement fort, la qualité de vie sur toutes ces échelles de qualité de vie est la même ou elle est moins bonne que celle de patients ou de patientes qui ont eu un cancer plus grave, de moins bon pronostic. Des gens qui ont eu un cancer du sein ou un cancer du côlon ou un cancer cérébral
eh ben, les gens qui ont eu un cancer de la thyroïde se sentent moins bien que ces gens-là. Et il faut entre 5 et 10 ans pour revenir à leur état d'avant la prise en charge de leur cancer de la thyroïde. Donc, il y a une réalité de l'impact sur la qualité de vie du cancer. Et qu'est-ce qui impacte la qualité de vie? Ben, ce qu'on voit ici, c'est par exemple le fait qu'on ait enlevé toute la thyroïde ou qu'on a enlevé que la moitié de la thyroïde. Et ça fait référence à la fameuse désescalade. C'est pas un cancer grave, on a enlevé que la moitié de la thyroïde, on s'en tient là, et on a un discours extrêmement rassurant. Ça y est, vous êtes guéri, c'est terminé. Et puis, il y a autre chose qui est le type de chirurgie. Alors ça, c'est une étude en Asie. Je vous ai parlé de la peur de la cicatrice dans les pays asiatiques. Et ça, c'est des gens qui ont été opérés par voie à distance, par voie sous le bras axillaire ou par voie rétro-auriculaire. Il n'y a pas de cicatrice visible. Ben, ils vont mieux que ceux à qui on a fait une chirurgie conventionnelle. Mais chez les patients qui ont eu une thyroïdectomie, en particulier pour un cancer, il faut penser qu'éventuellement, ils ont une hypoparathyroïdie, c'est-à-dire qu'on a abîmé les glandes parathyroïdes, qu'ils ont une dérégulation du calcium. Éventuellement, ils ont une atteinte des nerfs récurrents qui commandent les cordes vocales et la respiration. Et ce n'est pas toujours l'atteinte majeure, ou ça, on le sait tout de suite. On écoute les gens parler, on regarde comment ils respirent, on le sait qu'ils ont une atteinte récurrentielle. Et plus subtil, il y a ce qu'on appelle l'atteinte du nerf laryngé supérieur. Et le nerf laryngé supérieur, c'est une branche du nerf récurrent. Et ça donne des épisodes de dysphagie, de gêne à la déglutition, pas constant. Et donc, il y a des gens qui disent, j'ai une espèce de boule de temps en temps, et on peut avoir du mal à mettre ça en évidence. Et puis, il y a l'impact du mot cancer, et ça a été regardé. L'impact de la cicatrice, on en a parlé avec les Asiatiques, mais pas que les Asiatiques, parce qu'il y a ce truc qu'on voit dans le miroir tous les matins et qui vous rappelle que vous avez eu un cancer. Et éventuellement, il y a les autres traitements quand on est obligé de mettre des traitements parce qu'on est dans un cas plus compliqué. Ne pas oublier qu'un patient, ce n'est pas une thyroïde avec une personne autour, c'est une personne. Ne pas oublier que ce n'est pas juste un équilibre hormonal, et ce n'est pas juste une personne qui a eu un cancer de la thyroïde, elle peut avoir d'autres choses, et elle peut avoir dans sa vie des choses non médicales qui vont impacter sa qualité de vie. Chez les patients qui ont une thyroïdite, ben, quand ils vont pas bien, on essaie de vérifier l'équilibre, on se méfie des surdosages, parce qu'il y a cette fameuse tendance à augmenter progressivement les doses. Et les fameux surdosages au fil des années que je vous montrais, c'est encore plus important quand on fait T4 plus T3. Ils sont quasiment tous surdosés. Chercher d'autres pathologies, éviter de doser toutes les semaines ou tous les mois parce que ça sert à rien, on va faire du micro-ajustement et on passe son temps à ajuster et ça ne va jamais. Les anticorps antithyroïdiens n'ont pas d'impact direct sur les symptômes. Ils nous disent juste, il y a une thyroïdite. La question, c'est y a-t-il ou pas une hypothyroïdie? Est-elle traitée ou pas? Mais surveiller les anticorps, ça n'a pas d'intérêt. Et il faut apprendre à gérer la sensibilité individuelle des patients. Quand je l'ai dit, nous on dit, c'est dans la norme. Mais si quelqu'un me dit, mais moi je vois bien que je me sens mieux quand ma TSH elle est entre 0,5 et 1, et que ce n'est pas contre-indiqué par son état clinique, parfait. Si la personne me dit, non, mais moi, à 1 TSH, je suis pas bien, c'est quand ma TSH elle est à 3,5 que je vais bien, et qu'on reste dans la norme. Parfait. Ou même si on sort de la norme, qu'on ne met pas le patient en danger, c'est pas grave. C'est comment on gère cette fameuse sensibilité personnelle à l'état d'hormone thyroïdienne. Et puis, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Ben, il y a les mesures non pharmacologiques, et cette étude, elle est intéressante. Hein, je crois qu'il y a 40 patients. C'est une étude en Corée aussi. Et on regarde les échelles de qualité de vie sur plusieurs scores. Et on regarde un groupe à qui on a proposé de participer à un programme d'éducation thérapeutique d'activité physique. Ils ont appris pendant leur hospitalisation, puis on leur dit tous les jours, à telle heure, vous faites des exercices, et ainsi de suite. Et puis ceux à qui on a dit, vous prenez votre hormone thyroïdienne et ça ira bien. Et bien et c'est des gens qui ont eu un cancer, hein, et ceux à qui on a proposé cette participation à l'activité physique et de continuer chez eux, globalement, leur score s'améliore, alors que les autres, leur score se détériore. C'est ce que j'appelle gérer la sensibilité et la prise en charge globale des patients, ce que sans doute on ne fait pas assez. Une autre étude dit, ben voilà, quand on fait un programme d'activité physique, on améliore de 12 points sur un score qui va jusqu'à 100 euh, la santé mentale, on améliore de 15 points la vitalité, on améliore la sensation physique, on améliore le score de douleur globale.
en prenant les gens en charge de façon globale et pas simplement en leur disant prenez les hormones et ça ira bien. Donc, je reviens à ma diapo de départ. 5 à 10% des gens vont pas bien, 90 à 95, ça va, pour cent. L'association T4, T3, elle est souvent préférée par les patients, mais il y a peu de justification sur le long terme et il y a un réel risque de surdosage. Et en fait, ça donne la pêche à tout le monde de prendre des hormones thyroïdiennes en plus. Alors moi, je ne sais pas, mais on le sait. Et il y a un ressenti de défaut et de défaut d'écoute du corps médical, de la négligence des symptômes, et il y a sans doute des prises en charge alternatives à proposer, une autre façon de prendre en charge les gens. Probablement, il faudrait le faire dès le départ et pas simplement quand ça commence à aller moins bien. Et là, on se heurte à fréquence de la pathologie, disponibilité du corps médical, disponibilité des spécialistes pour prendre en charge les gens correctement. Et je crois que c'était ma dernière diapo. Je crois que j'étais un peu long, je suis désolé. Merci de votre attention. Si tu veux.